Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. On se retrouve une fois n'est pas coutume pour une petite table ronde en compagnie des habitués. Cortex, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais si vous êtes sur le Discord, vous devez le connaître. C'est notre bot d'accueil. On a également Tapis, le médiateur, qui est déjà passé 2 fois dans les tables rondes, décrié par la chronique. Et Faris, un nouveau challenger, Salut tout le monde. qui vont nous parler ce soir de jeux de rôle sans MJ. Comment est-ce possible? Ce n'est plus le jeu de rôle. C'est ce que nous La allons... mort de ta chaîne. La mort de la chaîne. Du coup, peut-être que vous n'avez jamais fait de jeu de rôle sans MJ, peut-être que vous en avez déjà fait. On va en profiter pour parler de jeux de rôle solo, on va un petit peu parler sur la chaîne. Avant qu'on commence, je propose à ce que chacun d'entre vous se présente très rapidement et dise un peu pourquoi il est là ce soir. Et s'il n'y a pas de raison, vous partez. Cortex. C'est mignon. Donc Cortex, je suis le bot de bienvenue du Discord et je suis là pour vous parler du jeu de rôle solo, du jeu de rôle en coopération parce que c'est cool. Voilà. Argument Simple, d'autorité efficace. ici. Exactement. Je suis plus vieux aussi. Ouais, salut. Moi je fais des trucs. Enfin voilà, des fois ça m'arrive. Et j'existe depuis déjà quelques années et je fais du jeu de rôle parmi cette existence. Voilà. Et sinon, parfois, c'est quand je tombe par terre, je me relève et je me retrouve avec un jeu de rôle sans MJ. Et du coup, j'y joue. Voilà. Et je pense que c'est tout en termes de présentation. Très bien. Voilà. Le casting est impressionnant. Faris, est-ce que tu vas pouvoir ouais. relever le niveau? Franchement, ça décomplexe de passer après Tapis en termes de présentation. Voilà, donc moi c'est Faris. Certains ont pu me voir traîner sur le Discord de JDR Solitaire ou éventuellement d'Iron Sword. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est de là que Cortex m'a récupéré du Discord pour me ramener ici. Effectivement, comme tout le monde ici, je fais du jeu de rôle depuis pas mal de temps. Là, beaucoup de jeux de rôle solo depuis quelques années. Du coup, c'est pour ça que je viens ici. On aura l'occasion de parler du pourquoi, je pense, justement. J'ai aussi commencé, je m'attelle à une traduction d'un hack d'Iron Sword. Elle devrait sortir bientôt pour jouer du Star Wars, Iron Sword. Voilà, on est en relecture et peut-être mise à jour avec l'auteur. Mais c'est dans les cartons, ça devrait arriver bientôt. Du coup, je propose qu'on fasse un premier petit tour en se demandant pourquoi se débarrasser du MJ finalement. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Et quelle forme ça prend à peu près? Pourquoi on joue au jeu sans MJ et quelle forme ça peut prendre selon vous? On va commencer par Cortex. Cortex, à toi l'honneur. C'est moi qui vais essuyer les plâtres. Pourquoi jouer sans MJ? Déjà, tu n'as pas toujours de joueurs sous la main. Même quand toi-même t'es MJ, t'as pas toujours de joueurs sous la main ou ton MJ sous la main. Donc des fois, tu as envie de jouer, tu es tout seul, tu es peinard chez toi, tu dis tiens, je me ferais bien un petit jeu de rôle, mais j'ai personne pour jouer avec moi. Et ben tu peux jouer avec toi-même et des fois c'est cool. Donc ça c'est la raison principale. Moi je me rappelle il y a très très longtemps quand j'étais jeune enfant et que j'avais mon premier A4 de l'œil noir qu'on m'avait donné, etc. J'étais en train de le lire. Et la seule personne avec qui je pouvais jouer, c'était mon petit frère. Et il a 6 ans de moins que moi. Moi, j'ai commencé à 10 ans. Donc, enfin, il a 4 ans de moins que moi. Donc, il avait 6 ans à l'époque. Donc, à 6 ans, le jeu de rôle, je peux te dire qu'il ne comprenait rien. Ça l'amusait, mais il comprenait rien. Donc, le seul moyen que j'avais de jouer concrètement, c'était de faire des personnages dans ce petit jeu-là. Et puis d'essayer le donjon qui était fourni avec le livre du maître. Voilà. Donc, ça commence comme ça. Et puis après, quand tu prends de l'âge et tout, tu te rends compte qu'il y a d'autres gens qui font comme toi. Il y a même des gens qui ont créé des systèmes pour faire ça. Et c'est vachement cool. Donc la raison principale pour moi, c'est l'ennui quelque part. Ok. Bon, après, il y a les jeux vidéo, mais c'est pas grave. C'était Ça notre sert à rien. époque. Non, je déconne. Et du coup, par contre, là, c'était surtout du jeu de rôle solo, en l'occurrence, dont tu nous as parlé. Tapis, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, je vais découper mon intervention en deux parties. Alors, tout simplement parce qu'en fait, pas mal de jeux de rôle sans MJ demandent extrêmement peu de préparation, en fait, et peu de responsabilité sur une personne.
C'est moi quand j'organise une partie, bah, ça m'arrive régulièrement et c'est pas forcément de la faute des jeux. Voilà, on va dire que c'est plus des tropes personnelles. Bah, que je me mets la pression pour faire une bonne soirée pour des amis ou voilà des gens qui veulent jouer à un certain jeu. Donc je lis le bouquin, ça me prend la tête, ça me prend du temps de préparation, ce genre de choses. C'est vrai que un jeu de rôle sans meneur, c'est relativement plus rapide à mettre en place. C'est en général plus léger et ça te demande moins de responsabilité sur toi parce que ça donne plus de responsabilité aux autres, enfin, d'un certain point de vue. Et deuxièmement, c'est moi je vais casser votre voilà, ça s'appelle jeu de rôle sans MJ, mais ça se définit pas comme étant en opposition avec les jeux de rôle avec des MJ en fait. Je pense qu'il y a voilà, il y a tout un tas de jeux de rôle possibles. Et le jeu de rôle avec un MJ, bah, ça fait partie d'un des types de jeux de rôle. C'est-à-dire que voilà, il y a plusieurs types de jeux de rôle où il n'y a pas de MJ, et ça nous permet de faire des mécaniques différentes, des thématiques différentes, parce que étant donné que ça, pour certains, ça peut aplanifier un peu, voilà, ça peut être du contenu très symétrique envers tout le monde autour de la table, bah, ça permet de faire des choses différentes que quand il y a une personne qui a un peu plus d'autorité, on va dire, ou de responsabilité à la table. Voilà, c'était mes 2 points. Ok, ça marche. Du coup, Faris. Oui, alors, bon, je vais essayer de pas trop faire d'heures dites, mais je rejoins Cortex, en fait, un des premiers gros vecteurs. Moi, j'appellerais pas ça forcément l'ennui, mais déjà, les gens. Non, mais il peut y avoir de ça. Mais genre, quand t'es MJ, ça, les MJ le savent, en général, personne veut faire MJ. Du coup, quand tu fais MJ, tu vas faire tout le temps MJ, donc tu joues jamais. Hein, mais ça arrive très souvent quand même. Et des fois, tu as envie de jouer. Du coup, tu cherches une solution pour jouer. Et là, tu as 2 solutions. C'est le jeu de rôle en coop, où t'as pas de MJ et on joue ensemble, ou le jeu de rôle en solo. En tout cas, les deux sont des jeux de rôle sans MJ. Moi, j'ai déjà testé l'hybride aussi, c'est où tu connais le système de règles et pas les autres, mais tu fais du coop, mais où tu es un peu leader, quoi. C'est aussi possible. Après, une deuxième raison, je dirais, ça peut être pour du playtest aussi. Euh, genre quand tu vas masteriser un système auquel t'as jamais joué. Moi, je trouve ça bien de faire un peu de solo pour voir ce qui va pas dans les règles. Et après, au niveau de l'intérêt, moi, c'est pas forcément ce qui m'avait sauté aux yeux au début, mais je l'ai lu plusieurs fois et on n'en a pas parlé. Mais c'est vrai, avec le recul, je parle surtout pour le solo, ça peut te permettre de faire des trips bien particuliers que tu sais. En fait, que t'as aucun de tes joueurs qui n'y adhérerait jamais. Donc ça peut te permettre de tester des trucs que tu peux pas tester avec ton groupe, quoi. Ok, ok. C'est intéressant parce que. Donc, du coup, le jeu de rôle solo, on a dit pas mal d'arguments en mode est-ce que c'est un besoin, genre ennui, machin et tout, alors qu'effectivement, ça peut aussi avoir un intérêt. C'est quoi pour vous, Tapis pour toi surtout, est-ce que tu vois un intérêt aussi différent au jeu en coop par rapport au jeu. Enfin, en coop, c'est pas le bon mot, mais au jeu sans MJ, ou tous MJ, ou j'en sais rien, par rapport au jeu avec MJ? Un intérêt, bah, je l'ai déjà dit, ça permet de jouer à des thématiques différentes, des mécaniques différentes. On donnera des exemples, mais là tout de suite ça va être un peu rêche si j'en donne. Bah, en vrai, Ça vas-y, permet vas-y. Si t'as un ou deux Ouais, trucs qui bah, te viennent à l'esprit, tu vois. il y a un jeu de rôle sans MJ que j'ai beaucoup aimé, c'était ce qu'on appelle La vie de l'absent de Tiramisu, là où en fait, alors dit comme ça c'est pas très drôle, et effectivement ça l'est pas, c'est on joue en fait une sorte de veillée funèbre, c'est-à-dire que il y a l'un de notre proche, connaissance ou autre, qui est décédé, et on va se rappeler tous ensemble de bons souvenirs ou de souvenirs tout simplement avec cette personne. Et en fait, c'est vraiment quelque chose un rapport horizontal aux autres, discussion, etc. Et il n'y a pas d'intérêt à avoir un MJ dans ce genre de cas. Et le fait qu'il n'y en ait pas, justement, ça permet l'émergence d'histoires
donc un peu plus intime, un peu plus avec le contrôle en fait, parce que c'est aussi une question de contrôle. C'est-à-dire que quand tu es dans ta scène, bah, tu décris ce que tu veux finalement. Il n'y a, y a pas ce rapport de validation à avoir envers une personne qui détient un peu, on va dire, l'autorité narrative. Voilà, donc voilà, c'est ce type de mécanique tu vois plus rarement dans des jeux avec MJ. Et donc c'est plus simple à mettre en place. Enfin, bon, je trouve, tu vois, ça demande un peu moins de préparation, un peu moins de lecture la plupart du temps. Et, euh, et voilà, donc moi, c'est ces intérêts-là que j'ai par rapport au jeu avec MJ. Après, ce que je viens de vous dire, moi je joue, enfin, en général, je joue plus à des jeux avec MJ qu'avec enfin, sans MJ, quoi. Donc il faut entendre les points positifs. Après, quand je dis ça, ça veut pas dire que le jeu avec MJ est nul ou que je m'en désintéresse. Attention, c'est pas. Voilà. Attention, alerte digression. Nous allons partir dans un sujet psychédélique. Si vous voulez avancer, vous pouvez vous servir des timecodes juste en dessous de la vidéo. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu as parlé d'autorité narrative et en fait, genre le rôle de MJ, c'est quand même déjà assez difficile à définir puisque, a priori, on pourrait partir du postulat que le MJ, il a les clés de l'univers, il sait des trucs que les autres savent pas potentiellement, mais en fait, les joueurs savent des choses que le MJ ne sait pas non plus. Donc, on peut pas vraiment le définir comme ça. On peut se dire que c'est celui qui sait un peu plus de trucs sur le scénario, qui prépare des mystères, mais en soi, potentiellement. Enfin, tu vois, c'est toujours. Il peut y avoir de fortes nuances, et tu peux avoir des jeux avec MJ, où le MJ, finalement, n'a quasiment rien de plus comme autorité que les joueurs. Et d'ailleurs, on peut en parler, puisque, genre, je sais pas, par exemple, la campagne qu'on a fait avec Cortex, c'était un peu ça, hein, concrètement. Le MJ, il était là, il faisait OK, ça passe. Et genre, une fois de temps en temps, il fait attention, on sort un tout petit peu du contexte. Et puis on fait ah, c'est vrai, t'as raison. Et ça c'est pas grand chose de plus que ça en fait. Je sais pas, à quel moment, c'est peut-être un peu ésotérique, à quel moment vous considérez qu'il n'y a pas de MJ? Oh, c'est presque une question existentielle. Ah, ça, c'est une bonne question. Là, tu vas couper tes silences, là. Je te sais. Ah, je vais en parler. En fait, moi, les définitions, c'est compliqué parce que moi, je peux définir Ouais, c'est le sûr. MJ, tu vois. Je peux définir Alors, mais si je veux, mais tout le monde sera pas d'accord avec ma définition, tu vois. Donc, avoir un truc qui met tout le monde d'accord, Ouais, mais c'est pas le c'est un peu but. Le but, c'est compliqué. pas de mettre tout le monde d'accord. C'est de donner, vous, à partir de quel moment vous Ouais, avez l'impression de jouer, genre, de manière horizontale. pour finir sur ce point, t'as aussi en fait, on appelle ça le paradoxe Sorite. C'est-à-dire que, en gros, c'est quoi, par exemple, être grand? Est-ce que être grand, c'est quand tu fais 1,50 m? Est-ce que c'est quand tu fais 1,55 m? Et bah là, c'est pareil. Est-ce que si on enlève telle tâche au MJ, est-ce que c'est toujours un MJ? Est-ce que si on enlève une deuxième, est-ce que c'est toujours un MJ? Finalement, tu t'en sors pas forcément, quoi. Et moi, ma vision de la chose qui vaut exactement celle des autres, hein, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il y a un MJ quand il y a ce rapport de force dans la narration. On va dire que je contrôle un élément qui est délimité, tandis que le MJ contrôle plus le d'éléments reste. et lui, il peut plus interagir sur l'autorité de mes éléments à moi. C'est-à-dire souvent un personnage. Alors moi je me disais, moi c'est ça qui me vient hein, quand tu me demandes la limite pour le MJ. Je me dis en fait il n'y a pas de MJ à partir du moment où t'as pas un mec autour de la table qui a un veto sur ce qui se passe en fait. Là dans le sens où il y a un moment où il va se passer un truc et on va se dire est-ce que c'est possible ou pas. Et en fait tout le monde va se tourner vers ce bonhomme-là. En gros, on pourrait dire qu'à minima, quasiment à minima, le rôle du maître du jeu, c'est de maintenir le cadre du jeu. C'est-à-dire C'est de... l'arbitre. Ouais, ça me C'est paraît quasi- une définition. c'est à peu près ça, quoi. Il peut poser la petite limite, même si, genre, tu peux avoir une énorme liberté, il y a quand même le mec qui va dire on joue quand même à ce jeu, donc on revient dans le jeu. Mais en vrai, c'est rarement ça un MJ, hein. Là, c'était vraiment une question à la con, en fait. Parce qu'en Non, non, mais général, un c'était MJ, il a beaucoup plus de pouvoir que ça. le jeu de rôle est tellement protéiforme que c'est très dur à définir, mais globalement, un maître du jeu, on parle beaucoup de narration, mais on parle pas de règles. Il est garant des règles surtout, tu vois. Il est garant de l'univers, mais il est garant du respect des règles et de leur application.
Donc basiquement, celui qui va dire ah non là tu jettes pas 2d6 mais t'en jettes qu'un, c'est le MJ quoi. Après si tout le Il y monde a des est. joueurs qui font ça, hein. Il y a des Il y a joueurs des qui joueurs disent qui te attends, là rappellent dans les le règles au livre, MJ parce qu'ils les connaissent mieux que le MJ, mais ça il faut pas les inviter ceux-là. Ça a l'air chiant, ça. Mais non, Non, mais ce qui va dans ton sens, Cortex, c'est qu'il y a énormément de jeux de rôle où on te dit, comment dire, oui, alors ça c'est les règles, mais au final, t'es le MJ, et en conseil de MJ, on va te dire, si t'as besoin d'inventer des règles, tu les inventes, et si t'as besoin de squeezer des règles, et ça tu le vois très très souvent dans beaucoup de jeux de rôle. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que dans les jeux où la narration est beaucoup plus partagée, en général, tu t'accroches plus aux règles, au final. Mm. Tu vois, genre, quand t'as un maître du jeu, on part du principe c'est lui qui te délivre, qui arrive avec une proposition, en fait. Alors que là, et il peut jouer un peu avec les règles, retirer des trucs, les ajouter, faire un peu ce qu'il veut, en fait, ça t'embouille, tu vois. Alors que quand tu penses jeu horizontal, tu vois, t'es plus en mode, c'est vraiment le jeu qui arrive avec une proposition, tu vois. Et on va jouer à ce jeu. Alors, évidemment, a fortiori, tu peux le faire évoluer, tu vois, tu peux, avec les joueurs, le modifier et tout. Mais souvent, enfin, je sais pas, si t'as dans des parties... Enfin, c'est un peu le truc du mec qui ramène le jeu de société, tu vois. Quand t'arrives dans une soirée avec un jeu de société, t'arrives rarement en disant par contre, c'est full homebrew, j'ai changé toutes les règles et tout, tu vois. En général, tu dis on va jouer à ce jeu tous ensemble. Alors que quand t'es MJ, des fois tu le précises même pas, t'es plus en mode je vais leur donner les règles que je vais utiliser et puis c'est parti. Je sais pas si. Enfin bref. Bah, puis souvent, à l'inverse du joueur emmerdeur qui connaît les règles par cœur, t'as aussi beaucoup de joueurs qui connaissent même pas les règles. Tu vois. Ah, désolé. En fait, moi, je suis pas convaincu de ce que vous dites parce que j'ai pas mal d'expérience de mon côté, là où en fait, il y a des règles qui sont un peu non intuitives et quand on est un peu dans le flow du jeu, quoi, on se laisse un peu entraîner dans le truc. Bah, ça nous arrive souvent de pas respecter telle règle ou telle règle parce que tout C'est vrai. simplement on oublie, quoi. Et en fait, comme il n'y a pas de garant des règles, on va dire, comme un MJ, comme vous dites, bah, ça arrive souvent que bah, des règles sautent via l'usage. J'ai un exemple avec Cozy Town, là où on doit s'échanger des jetons pour faire des trucs. Au bout d'un moment, on oublie de s'échanger des jetons, de les utiliser pour faire telles actions. Tandis que mécaniquement, si j'ai bien compris, on était obligé de faire ce genre de truc. Finalement, on l'a pas fait, c'était pas plus mal, tu vois. Donc voilà. Et puis il y a toujours, ça c'est peut-être un truc qu'on va revenir plus tard. Il y a souvent, alors c'est pas obligé, mais il y a très régulièrement une personne qui se ramène avec le jeu qu'il ou elle a lu. Et du coup, bah, ça va être la facilitatrice qui va expliquer le jeu aux autres. Du coup, il y a aussi, comme le MJ de la MJ, une partie adaptation des règles, quoi. Et c'est marrant que tu utilises le mot facilitateur parce que moi je trouve que c'est le rôle numéro 1 en fait du MJ et que d'ailleurs peut-être mine de rien en fait quand tu fais des jeux où il n'y a pas de MJ t'as un peu une sorte de MJ, tu vois. Quand moi je vais jouer à un jeu de société, il y a le mec qui m'explique les règles et qui cadre légèrement le truc, et à minima c'est presque une sorte de petit MJ, tu vois, entre guillemets. C'est celui qui t'explique un peu le truc, quoi. Si je joue en totale émergence, euh, finalement, est-ce que le MJ c'est juste le mec qui contrôle en plus les PNJ? Enfin, tu vois, en vrai, je pense on tombera pas d'accord. Tu vois, on mélange, on remue un peu le concept, mais ça montre bel et bien, je pense que c'est très difficile de dire vraiment ce jeu-là, il n'y a pas de MJ, il y en a un, parce que perso, pour avoir joué à des jeux de société, des fois j'avais l'impression qu'il y avait un MJ, tu vois, alors qu'il était joueur au même niveau que les autres, mais comme ils disent que tu peux faire ou tu peux pas faire, c'est quasiment un MJ, quoi. Justement, dans cette idée qu'il y a quelqu'un qui devienne maître de jeu malgré lui, ça je l'ai fait qu'une fois, mais je l'ai tenté en fait de prendre un jeu que je connaissais, en l'occurrence c'était l'anneau unique. Et du coup, je me suis dit, ouais, bah, j'aimerais bien jouer, donc en fait, on va faire une partie à 4, et puis je ferai un PJ aussi, et puis on va le jouer en monde émergent, et puis du coup, on va jouer en coop. Mais j'étais le seul à connaître les règles. Et ben, le phénomène qui s'est produit, c'est que j'avais beau ne pas vouloir devenir MJ, en fait,
Les gens étaient tellement tout le temps en train de se tourner vers moi que ben en fait, même quand tu veux très fort pas être MJ, tu deviens un MJ quand même. En fait, j'aimerais ne pas être d'accord avec toi de dire s'il y a un jeu sans MJ, c'est il n'y a pas de MJ. Mais bien souvent, comme dit Faris, je trouve, en tout cas, que voilà, il y a une posture de facilitateur, facilitatrice, où c'est quelqu'un qui s'est un peu plus investi parce que peut-être qu'elle a acheté le jeu, peut-être que voilà, en tout cas, elle l'a lu, elle a eu une vision et elle a essayé de transmettre sa vision aux autres là-dessus. Et du coup, elle est un peu plus investie vu qu'elle est motrice, moteur de la partie un peu plus, on va dire, en termes mécaniques. Du coup, par certains aspects, je trouve qu'il y a quand même ce goût du MJ en fait quand tu as un facilitateur qui connaît plus le jeu que les autres. Mais après, ça s'efface quand justement tout le monde est très motivé, que tout le monde connaît le jeu. C'est ça. C'est exact. Je pense que Et on va passer à la suite. Voilà, fin de ce moment ésotérique. On va faire comme si on avait juste dit pourquoi faire du jeu de rôle solo ou en coop. Ok. Et maintenant, on va se poser la question. Est-ce qu'il y a des difficultés à faire cela, finalement Et je propose qu'on fonctionne dans l'autre sens. Donc, Faris, dans le jeu de rôle solo, pour toi, c'est quoi peut-être les difficultés éventuelles? moi, je dirais que ça dépend comment t'abordes le solo, mais je pense que pour moi, tu as deux grosses parties de difficulté. C'est de te retrouver tout seul et de te dire à un moment, ok, qu'est-ce que je fais? Et c'est un coup à prendre en fait à arriver à s'activer tout seul. Euh, Après, les systèmes qui sont sortis maintenant aident beaucoup. Ils sont très facilitateurs, justement. Ils remplacent le MJ pour ça. Moi, j'ai commencé à jouer en solo sans savoir que c'était du jeu en solo à l'époque où il n'y avait pas Ironsorn, PBDA, etc. et tous les autres jeux qui pouvaient exister. Et donc, on avait un. Tu prenais ton jeu de rôle normal et tu jouais tout seul. Et là, ça pouvait être compliqué parce que tu n'avais pas d'oracle, etc. Tu n'avais rien pour générer Exactement. une histoire tout seul. Donc ça, c'est la première difficulté. Mais du coup, on a des outils pour y remédier. Et c'est la bonne nouvelle. Et la deuxième, je dirais, bon, après certains diront que c'est pas forcément une difficulté, c'est d'accepter le cadre des règles et l'adversité, tu vois. Bon, quand t'as fait un échec, t'as fait un échec, en fait, et c'est intéressant. Quand t'as fait un tirage qui te parle pas qui te parle pas, mais qui te plaît pas forcément, et ben, tu le prends quand même, parce que ça va t'amener... parce que si tu fais pas ça, en fait, je pense que tu vas très vite tourner en rond, et tu vas t'embêter, justement. C'est parce que ça va t'enlever tout le charme que tu as quand tu joues à plusieurs. Là, t'as pas plusieurs cerveaux. Et donc, pour ça, il faut les oracles et il faut accepter un peu les échecs, etc. Ok, c'est intéressant. Peut-être faire Cortex maintenant, vu que tu voulais surtout parler du solo, me semble-t-il. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Je pense qu'il a un peu tout dit, Faris, là-dessus. C'est vrai que moi, enfin, je vais parler de mon cas personnel après. C'est du solo après tout. La première difficulté que j'ai quand je fais un solo, quel que soit du Iron Sworn ou prendre un jeu qui existe et jouer avec des oracles, la première difficulté que tu as, c'est de te retrouver seul avec ton jeu et te dire maintenant je joue. Parce que souvent, déjà, il faut être dans un cadre particulier. Il faut pas avoir ta femme et ta fille qui viennent te demander un truc toutes les 5 minutes. Il faut pas avoir le téléphone qui sonne. Il faut être zen, il faut être calme. Une fois que tu rentres là-dedans, il y a appréhender le système d'oracle aussi. Une fois que ça, c'est vraiment au tout début, quand tu sais pas comment ça Est-ce que fonctionne. tu Comme peux quand tu apprends à jouer à un jeu, quoi. Est-ce que tu peux préciser vite fait ce que c'est les oracles, au cas où? Je crois pas que vous l'ayez Alors, dit. non, c'est vrai qu'on n'a pas Non. expliqué comment ça marche. Bah, un oracle, c'est un truc qui va répondre à tes questions, clairement. Je rentre dans une pièce, qu'est-ce qu'il y a dans la pièce? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu utilises soit un tirage de dés, soit des cartes, ce que tu veux, des tarots, peu importe. Et la réponse, ça va être oui, mais, oui, non, oui et, non, mais, etc. Et à partir de là, tu vas broder. Il y aura peut-être des tirages de mots et de verbes que tu vas associer, que tu vas retourner dans tous les sens pour trouver quelque chose. Donc, ça, déjà, appréhender ce système-là et le faire tien et
et faire en sorte que ça roule, c'est une petite routine à prendre. Et c'est une petite difficulté, mais j'ai envie de dire, c'est la même difficulté quand tu apprends à jouer à n'importe quel jeu de rôle ou de société. Il y a des règles, il faut les assimiler, tu patauges un peu au début, puis après ça roule, quoi. Mais vraiment, ouais, la première des difficultés, c'est faire son introspection, j'ai envie de dire, rentrer dans le truc et être dans l'ambiance, quoi. C'est pas évident. Au début, on a l'air d'un con, un peu, hein. Concrètement, si j'argument, on parle tout seul, on se fait un journal écrit. Enfin, ça peut être vu d'un œil extérieur, ça peut être un peu bizarre, mais c'est pas tant bizarre que ça. Ouais. Même toi-même, tu te juges un peu au début. C'est ça. Est-ce que. C'est quoi déjà le truc? Est-ce qu'un arbre qui tombe dans la forêt? Je sais plus. Si personne n'est là pour le voir, ce n'est pas ridicule. ça. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve même que c'est presque un exercice, des fois. Genre, en vrai, Bah oui. c'est un moyen, je pense aussi, si on n'a pas d'idée de scénario, typiquement, pour un jeu qui normalement se joue avec d'autres gens, bah, tu peux jouer tout seul une fois. Et après, tu te dis, tiens, cette sorte de petite histoire, est-ce que en enlevant toutes les décisions que j'ai prises, mais en gardant un peu les éléments, le truc qui s'est créé, ça fait pas une sorte de petite storyline, tu vois, qui peut faire un petit scénar, quoi. Parce qu'en fait... Ouais, vas-y. Et ça, on aurait pu le dire dans les raisons éventuellement. C'est vrai que moi, je l'ai complètement zappé. Mais c'est un moyen de fou pour level up en improvisation. Surtout quand tu sers d'oracle. Parce que quand tu as 3 mots qui te sortent, il sort 3 mots, mouton, bourse et transformation. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Je pense qu'on pense tous à des trucs bizarres, là. Ah non, même pas. Non, moi j'étais sur une bourse d'or, mais... Oui. Moi, j'étais sur un rituel un peu bizarre. Mais certes. La toison d'or, tout ça, ça va vite. C'est un bon truc. Et d'ailleurs, je trouve que dans les tirages que tu peux avoir, les oracles qui sont faits pour le jeu de rôle solo, des fois, tu as des bien meilleurs oracles que certaines tables aléatoires qui sont faites pour des jeux de rôle normaux. Tu sais, genre, des fois, tu as des tables aléatoires pour des jeux, c'est genre, tu croises 3 gobelins niveau 2, tu fais OK, top. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Genre que là, ça va plus être des trucs un peu conceptuels, et si ton cerveau, il va faire des connexions, il va créer une situation, tu vois. Donc en général, on trouve des assez bonnes tables aléatoires, je trouve, dans les systèmes solo. Et je veux pas monopoliser, hein, mais tu as aussi un aspect rétrospective à travailler que tu travailles pas du tout quand tu es MJ avec ton scénar préparé. Je vous donne un exemple parce que sinon ça va être trop abstrait. Voilà, tu as un personnage qui t'accompagne donc dans ta tête c'est clair, il t'accompagne, machin, je sais pas, c'est ta sœur, machin, il est là pour te filer un coup de main, bidule. Et là tout d'un coup, tu tires une carte rebondissement et elle te trahit, tu vois. Alors oui, il y a l'action de te trahir, mais du coup il faut que tu revoies toute la cohérence de ce qu'elle t'a fait, de pourquoi elle t'a aidé. Il faut que tu redonnes une cohérence en arrière, que tu rembobines l'histoire et que tu redonnes une cohérence par rapport à ça. Et ça, c'est aussi un exercice, un très très bon entraînement, quoi. Effectivement, c'est pas mal quand tu joues, et après je te passe la parole, Tapis. C'est pas mal quand tu fais des campagnes. Quand tu fais des campagnes mais où tu sais pas où tu vas, ce qui m'arrive très 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 souvent. Et ben, c'est le même exercice, c'est-à-dire que tu reprends tout ce qui s'est passé avant dans ta campagne et tu fais OK. Qu'est-ce que ça peut avoir de... Comment je peux arriver à la fin et qu'on se dise putain, mais c'était une histoire de malade et c'était pas juste des trucs au pif qui se sont passés, tu vois. Et bah tu commences à recoller tes idées, tu fais attends, ce truc que j'ai laissé au tout début, et ben je pourrais en faire ça, tu vois. Et d'un seul coup, on a l'impression, on a l'impression que tout était prévu, alors qu'absolument pas. Et donc ouais, moi je trouve que c'est vraiment cool. C'est un truc à essayer, qui dans tous les cas vous apportera quelque chose. Si ce n'est du fun, vous pouvez le voir comme un exercice de style. Tapis, du coup, est-ce que des difficultés à jouer... Vous répétez la question. Est-ce que tu dirais qu'il peut y avoir des difficultés dans des jeux de rôle sans MJ où on est tous à égalité? En vrai, pas trop. En fait, c'est plus je pense que c'est plus une question. Alors, moi, voilà, pour expliquer, c'est m'est arrivé de tenter quelques fois le solo. C'est pas forcément mon gros kiff, même si, bon, des fois, ça peut être sympa.
Parce que moi, mon plaisir, je le prends plus dans le collectif. Voilà. Donc c'est pour ça que je parle plus sur la coop. Mais en fait, pour répondre à la question, c'est plus des habitudes de jeu avec MJ que tu vas importer dans des jeux sans MJ qui sont pas faits pour ça du coup. Donc c'est, on va dire, des mauvaises habitudes. Voilà, je pourrais pas forcément donner énormément d'exemples, mais voilà, c'est ce besoin d'avoir une personne qui amène, tandis qu'en général, dans les jeux sans MJ, tout le monde doit amener un peu de narration pour faire avancer la chose, quoi. Il n'y a pas une personne qui est chargée de tout relancer constamment, quoi. Comme le MJ peut faire dans certaines tables où justement il y a des joueurs qui se laissent un peu guider par le mouvement. Donc ouais, faut être un peu proactif pour pas mal de jeux sans MJ. Mais sinon, globalement, voilà, c'est des jeux qui sont très accessibles pour la plupart et qui sont même, pour certains, plus accessibles que du jeu avec MJ, je trouve. Ce qui est moins de... C'est vrai. Moi, je... Mécaniquement surtout, Ouais. j'imagine. Ouais, bah, je pense, on pense tous à la même, hein, genre For the Queen, voilà, c'est très accessible. Ouais, c'est clair. Et effectivement, si je peux me permettre, je pense qu'il y a le truc de, ouais, ne pas importer des habitudes de jeu avec MJ dans le sans MJ. Genre, par exemple, te dire que tu vas être porté par le MJ. Mais en fait, en soi, entre guillemets, peut-être qu'on part dans un débat pourri, j'en sais rien. Mais il y a aussi des habitudes, genre tous les joueurs. Si le MJ n'est pas là pour te tirer, c'est les autres joueurs potentiellement qui vont être là pour te tirer, tu vois. Ouais. Mhm. Donc il y a un peu ce truc de finalement, c'est quoi la différence entre 100 MJ et tous MJ? Je crois qu'on avait dit que c'était un débat pourri, mais s'il y a quelqu'un qui peut parler de ça, moi ça m'intéresse. Si on arrive à mettre une limite Vas-y, là-dessus. Cortex. Alors, moi, j'ai pour le jeu sans MJ, c'est-à-dire typiquement Iron Sworn, le MJ, c'est le système. C'est les oracles, c'est ça qui te fait avancer. Dans For the Queen, Tapis, il disait bah, le système, c'est les questions. Mais oui et non, parce que sur un For the Queen, on va tous avoir la main sur la narration. On va tous avoir son mot à dire. Et peu importe la question de base, on peut aller à 400 000 km de la question de base. Tandis que dans Iron Sworn, tu vas quand même essayer de coller à ta fiction le plus possible. Même si dans Force the Queen aussi, toujours pareil. Donc pour moi, dans un jeu sans MJ type solo, c'est le système qui remplace le MJ et tu ne fais qu'interpréter les résultats. Et dans un jeu tous MJ, on connaît tous les règles et on fait tous le taf du MJ, quoi. Pour moi, c'est ça la différence. Mais je voulais rebondir sur les difficultés aussi de ce genre de jeu. C'est que on a parlé du solo, mais on n'a pas parlé de la coopération. Il y a aussi, et c'est pareil dans le traditionnel, c'est mes histoires de pont, il faut être sur la même longueur d'onde quand tu fais ce genre de jeu. Parce que si toi tu veux raconter une histoire dans un canon bien précis et que celui qui est à côté, il n'est pas du tout dans le même mood que toi, en général, ça fonctionne pas bien et tu t'entends pas bien sur l'histoire à raconter. Donc ça fait partie des écueils aussi de ce genre de jeu. Il faut être bien au départ, mais c'est aussi vrai dans le tradi, quoi. Mais c'est encore plus vrai là. Parce qu'on raconte tous l'histoire. Ça me fait penser, en fait je me dis, dans les jeux avec MJ, un truc qui peut être difficile pour les joueurs, c'est l'autorité du MJ. Tu vois, en soi, si la partie se passe bien, il y a rarement ce problème. Mais des fois, tu as des gens, ils supportent pas l'autorité. Et ça peut être dur pour eux de jouer avec quelqu'un qui décide des trucs et tout. Et dans le jeu sans MJ, je pense qu'une des difficultés que tu peux avoir, c'est quand tu as du mal avec la pression sociale. Parce que je pense que pour certaines personnes, c'est plus simple de s'entendre dire non de quelqu'un qui est le MJ que de s'entendre dire non de tout le groupe, tu vois. Parce que là, si tout le monde dit non, non, là tu fais n'importe quoi, tu peux te sentir un peu ah ouais, je suis pas du tout dans le même délire qu'eux, ils pensent que je suis nul et tout. Et donc en fonction de ton rapport au groupe et au partage de l'autorité, etc. Peut-être que le jeu sans MJ, tu vois, quand tu pars dans ton délire et que tu trouves que c'est trop cool et que tout le monde vient te mettre, te mettre un petit soufflet en te disant attention maintenant, tu vois, t'es là, tu fais aïe aïe. Et ça peut peut-être jouer, tu vois, je sais pas. Dans les marottes qu'il fallait absolument que je sorte, c'est l'aspect un peu théorique de la chose. C'est qu'en fait, quand tu regardes bien, c'est le rôle du MJ est redistribué sur les autres personnes, tu vois, et sur le jeu. C'est-à-dire que, comme dit Cortex, et il a raison, hein, enfin je trouve que c'est intéressant ce qu'il dit,
C'est que voilà, le rôle de MJ, il y en a une partie, pas tout, mais il y a une grosse partie par exemple qui peut aller dans la mécanique du jeu, quoi. Donc aller un peu à la Iron Sword, où en fait le jeu te guide et finalement les livres dont vous êtes le héros, c'est du jeu solo, mais avec le MJ qui est très strict, voilà, très dirigiste, on va dire, sur t'as le droit d'aller soit à gauche, page 62, soit à droite, page 51, tu vois. Et pour des jeux où tous MJ, ben, finalement on peut se répartir les différents rôles du MJ, les différentes fonctions, et remarquer qu'il y a des jeux qui n'ont pas du coup de système MJ, on va dire, et qui ont des rôles asymétriques. Par exemple, on va prendre un cas concret, excusez-moi, c'est Dream Askew. Il y a une personne qui s'occupe de la population, il y a une personne qui s'occupe de l'adversité des méchants, il y a une personne qui s'occupe du mythe ou je sais pas quoi. Et du coup, ouais, les rôles sont répartis entre plusieurs personnes et c'est des choses qui sont asymétriques, ils n'ont pas forcément les mêmes choses à faire. Il y a Polaris aussi de Ben Lehman, hein, c'est le Polaris Glagla, hein, c'est pas Polaris Blue Blue, pour ceux qui comprendront la ref. Et ouais, donc soit si vous êtes à droite ou à gauche, vous n'avez pas les mêmes rôles, ce genre de truc. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur éventuellement les difficultés, les défauts potentiels, les faiblesses du jeu sans MJ selon vous? Non, mais si on est vraiment dans les défauts et pas les difficultés, parce que pour le coup, c'est pas de difficulté, c'est vraiment c'est presque une impossibilité. Ou alors j'ai jamais trouvé de technique. C'est la partie dans un jeu de rôle solo, t'as pas de dialogue, ou en tout cas, c'est très 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 compliqué à faire. Ou alors tu deviens écrivain. Et voilà. Et du coup, même la partie tu peux gérer les relations de façon abstraite, mais vraiment les échanges sociaux, c'est une partie qui peut souffrir dans le solo. Des défauts que je trouve au jeu de rôle solo ou au jeu de rôle en coop. C'est assez rare d'avoir des jeux en coop, ça existe un Fall of Magic je crois, mais c'est très rare d'avoir des campagnes de jeux sans MJ, c'est vraiment plus tourné one shot. Voilà, en tout cas de ce que je connais. Ça demande pas de préparation, du coup, pour la plupart du temps, du coup, c'est très très émergent. Et l'émergence, c'est quelque chose que tout le monde n'apprécie pas. Et c'est pas être nul de ne pas aimer l'émergence. Attention. C'est Valentin, si tu me regardes. C'est par exemple, voilà, je connais quelqu'un qui me dit que à partir du moment où le monde n'est pas solide, il n'y a pas de préexistence du monde avant la partie, tu vois, de scénario ou ce genre de truc. En fait, ce qu'il joue, il a l'impression que ça pourrait être totalement autre chose. Du coup, il y a pas de conséquences, il n'y a pas de solidité dans le monde, parce qu'en fait, on peut inventer ce qu'on veut, on s'en fout, quoi. Et bah, cet aspect-là, chez certaines personnes, bah, justement, ça enlève une part importante dans le jeu de rôle, l'aspect justement immersion dans un monde solide, dans un monde fixe, on va dire, enfin, qui évidemment n'est pas fixe à 100% parce qu'on ne pourrait pas se déplacer dedans, mais vous m'avez compris, quoi, un monde un peu dur, quoi, et pas un truc qu'on distord, qu'on émerge comme ça, qui est très, très souple. Voilà. Petit bug, la question était est-ce que en coop ou en solo vous pensez que le fait qu'il n'y ait pas de mystère caché au préalable empêchait justement le jeu à long terme? Est-ce que c'était un problème justement pour faire jouer au long terme cette émergence, ce manque de choses à découvrir qui ont été préparées en amont? Bah non, mais si, parce que en fait, c'est juste que c'est comme on disait tout à l'heure, ça va se passer rétrospectivement en fait. C'est juste que tu vas découvrir une nouvelle planète. Oui, je parle de Star Wars là. Hop, on joue tous à Star Wars, tu vois. Bah, il y a plein de planètes inexplorées dans Star Wars, donc on va jouer en émergent. Mais en même temps, il y a un cadre collectif, clairement. Je sais pas, le cadre collectif, tu peux pas avoir un Jedi qui commence à t'expliquer en fait que
je sais pas, que tuer des gens comme ça, parce que ça le fait triper, c'est la force, tu vois. Voilà, ça, tout le monde est au clair là-dessus par rapport à Star Wars. Par contre, rien ne t'empêche d'avoir une nouvelle planète. Tu tires, je sais pas, un endroit mystérieux, machin, et au moment où tu le tires, tu ne sais pas pourquoi elle est là. Tu vas l'explorer, et au fur et à mesure que tu vas tirer d'autres choses sur tes oracles, puisque en général, pour ceux qui connaissent pas, tu vas arriver sur ta planète, tu vas tirer, oui, il y a une grotte, donc on va dans la grotte, et tu vas tirer, je sais pas, il y a des peintures, hop, il y a des peintures rupestres, et là, en fait, tu vas te poser des questions, donc tu as quand même des choses à découvrir, mais c'est juste qu'au lieu d'avoir pas de cadre du tout, tu vas avoir des choses à découvrir à l'intérieur de ton cadre qui est l'univers, mais tu as encore beaucoup de marge de manœuvre dans le cadre de ton univers, au final. C'est le principe de liberté, en fait. Un petit aparté, quand j'étais minot, au lycée, on avait la chance, j'étais à Aix, en Provence, et on avait la compagnie Prège Locage de danse qui était à côté, et ils nous avaient fait un spectacle, enfin, ils nous avaient fait assister à une répétition générale du spectacle, et il y avait la metteuse en scène, elle disait, et c'est un truc qui m'a marqué, j'avais 17 ans, je crois, à l'époque, elle me disait, il y a beaucoup de liberté dans la contrainte. C'est-à-dire que quand il y a un cadre qui est rétréci, c'est immensément aidant pour la créativité en fait. Parce que justement, vu que tu as des contraintes et des limites, tu vas essayer de les détourner, de les contourner, de les arrondir, et c'est là-dedans que tu vas évoluer. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué à vie. Et c'est pour ça que dans les cadres qui sont définis comme on joue à Star Wars en coop, en émergence, euh, tu vas t'amuser, tu vas trouver des trucs incroyables parce que justement, tu as ces limites, tu as ces bornes et tu les connais et tu vas essayer de naviguer autour, quoi. Alors que quand tu es tout seul, on te dit il y a l'univers tout entier à créer, que tu es au milieu de l'univers, et qu'on te dit bon bah par quoi tu commences, et ben t'es là, tu fais je sais pas. Et d'ailleurs, même, on prenait l'exemple d'une nouvelle planète pour un monde émergent, mais tu peux même jouer en émergent sur un truc super connu. Tu peux faire un scénario en émergent avec comme antagoniste, on reprend toujours Star Wars, t'es sur Coruscant et c'est Palpatine. C'est juste que lundi, il était en train de monter la tête à Anakin Skywalker, vendredi, il était en train de faire les plombs de l'étoile nord, mais mardi, mercredi et jeudi, c'est pas raconté dans les épisodes et ben c'est là qu'il va rencontrer les PNJ et qu'est-ce qu'il a fait? On va passer maintenant à vos éventuels conseils pour aider à jouer comme ça sans MJ, que ce soit en solo ou non. Pour moi, le premier truc essentiel pour avoir fait du solo sans et avec, c'est des oracles, clairement. Il en faut. Maintenant, il y en a des millions, je pense, sur Internet. Donc, cherchez ceux qui vous convient, mais prenez-en. Parce que vraiment, quand on en a, on peut plus s'en passer, je pense. Et j'ai envie de vous dire, mais j'ai envie de dire même, maintenant, mes oracles, en fait, je les ai toujours, même quand je joue, même quand je maîtrise pour des gens. Euh, Après, si on doit rentrer dans du concret, moi, ce que je vous conseille en français, c'est les cartes musée Oracle. Je pense qu'on y est tous abonnés. Voilà. Parce qu'elles sont très bien, elles sont assez larges pour. Tu peux les utiliser pour tout. Après, elles ont des thématiques un peu plus médiévales, fantastiques. Mais voilà, un château, ça peut très vite devenir une base spatiale, quoi. Il n'y a pas besoin d'être un grand écrivain pour faire les transitions. Donc des oracles. Première chose. Deuxième chose, ça paraît bête, mais moi j'ai mis très longtemps à percuter ça. Un système de règles où vous êtes à l'aise, en fait. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise sur le système de règles, sauf si vous faites un playtest, bien sûr, en fait, vous allez vous frustrer. Et vous allez tellement vous frustrer, en fait, que qu'est-ce qui peut faire rage quit du jeu solo? Entre autres, c'est le système de règles qu'on maîtrise pas. Vous passez 10 minutes à réfléchir pour 2 minutes à écrire ou à enregistrer, quoi. Du coup, là, il y a deux solutions. C'est soit votre jeu standard préféré, mais que vous avez tellement maîtrisé ou que vous maîtrisez tellement sur le bout des doigts que vous avez quasiment plus besoin de consulter le livre des règles. Du coup, vous pouvez le jouer et ça tourne. Et sinon, il y a des jeux de rôle faits pour le solo qui, en général, ont des systèmes de règles assez light pour que vos têtes n'explosent pas quand vous les utilisez et qui, en général, sont de très bons entraîneurs.
Moi, je suis un gros partisan d'Ironsworn parce que franchement, je crois qu'on n'a pas fait mieux. Non, vraiment. Moi, j'ai essayé les PBTA justement récemment cette semaine. J'ai fait mes devoirs un peu. Et je dirais, ça peut s'essayer, ça peut peut-être convenir à quelqu'un, mais moi je trouve qu'il y a quand même des lourdeurs à le transvaser en solo. De toute façon, c'est pas un jeu fait pour. Les PBTA sont pas faits pour le solo au départ. Non, et tu as utilisé je suis curieux, tu as utilisé quels oracles pour faire du PBTA? J'ai continué à utiliser les musées Les oracles. Ouais. Plus ce que je pouvais avoir un peu. Enfin, c'était plus. Parce que t'as pas vraiment d'oracle, mais t'as la fiche de MJ, plus les fronts qui t'aident, qui font un peu guise d'oracle quand tu joues en PBTA. Par contre, le PBTA, je sais pas si Tapis en a déjà fait, mais à mon avis, ça se prête très bien au jeu en coop. Puisque en fait le MJ il est quasiment zombie en fait dans PBTA. Tu peux dire ouais je jette juste les dés et je fais juste ce qui est marqué sur la fiche de maître de cérémonie dans l'absolu. Transition violente sur Tapis. Attention, impact imminent. Mais comment vais-je réagir? Vais-je dire oui? Vais-je dire ah non? Bon, en fait, ça dépend. Non, le Non, la loi. fameux, en fait, ça dépend. Bah, si tu veux jouer PBTA by the book, t'as les moves du MJ, t'as pas mal de choses qui font que, tu vois, il y a quand même la question de renvoi de questions, c'est le MJ qui pose des questions et toi tu réponds, tu vois. Mais il y a un PBTA, enfin un truc qui ressemble vraiment énormément à un PBTA et qui n'en est pas vraiment, c'est tout ce qui est Bob, donc Belonging, Outside Belonging, je crois. Et donc c'est Dream Askew, ce genre de truc. Donc en gros, bah, voilà, c'est un PBTA où on a pris le MJ, on l'a propulsé par l'apocalypse, il a explosé en vol et on a balayé le débris et on les a donnés aux joueurs. Après, oui, probablement qu'il y a moins de bidouillés pour ne pas faire du Dream Askew et faire quand même du PBTA en 100 MJ. Quoi. Et du coup, plus globalement, est-ce que tu as des petits conseils, soit des conseils pour jouer en coop, mais ayant pas fait beaucoup de jeux en coop, en réalité, je sais pas si t'en as et tout, mais à minima, des bons jeux en coop, ça pourrait être très intéressant parce que justement, comme ça, j'y jouerais, je me sentirais moins désarmé. Après, ouais, alors, alors des jeux que j'ai joués, bah, moi, forcément, évidemment, gros jeu simple à mettre en place. Moi, je vous conseille de commencer par ça si vous savez pas trop, si vous avez un peu peur. Moi, je conseille, si vous savez pas trop, si vous avez un peu peur, bah, commencer par For the Queen. Et donc, c'est des dérivés For the Drama qui sont trouvables gratuitement sur Internet, sur le site For the Drama fait par Mathieu B, qui est vraiment bah, un grand homme du jeu de rôle. Hein. Monsieur Mathieu B. Moi, je conseille aussi Cozy Town si vous aimez les trucs mignons, un peu en mode Animal Crossing. Dream Askew qui est vraiment cool sur l'aspect un peu queer. C'est un jeu voilà, qui est très important dans la communauté queer, en tout cas de ce que j'ai compris. On a quoi d'autre On a du Influenza de Thomas Munier qui peut se jouer sans MJ, qui est très intéressant aussi. Voilà, comme ça de tête, c'est compliqué à me dire tous les jeux auxquels j'ai joué. Il y a un jeu que j'ai beaucoup aimé aussi qui n'est pas encore sorti, mais je crois que vous pouvez trouver des versions bêta, c'est Paris Secondo. C'est un jeu sur le rangement. Voilà, je conseille aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, La vie de l'absent de Tiramisu. Et je pense que déjà, c'est déjà, voilà, je vous ai déjà donné quelques-uns. Quoi. Un truc important que j'ai oublié aussi. Donc vous avez vos règles, vous avez vos oracles, vos sources d'inspi concrets de trouver aussi la façon. Trouvez-vous un support pour faire vos JDR solo et un support qui vous plaise. Il y en a qui aiment écrire dans un carnet, il y en a qui aiment s'enregistrer, et votre organisation aussi. Il y en a qui ont des espèces de wiki, parce qu'à un moment donné, vous allez faire émerger tellement de trucs que vous allez avoir des infos de tous les côtés.
organiser un peu tout ça. Moi, je conseille pour gérer tout ce qui est feuilles et tout, Miro. Parce que c'est bien, c'est comme avoir une table de 50 mètres où tu mets toutes tes feuilles, mais sur informatique. Et puis, il y en a qui font des Discord, je sais, pour enregistrer leur journal et mettre les persos, machin. Moi, je trouve qu'un document Word bien organisé, ça marche vachement bien aussi quand tu maîtrises les titres, etc. OneNote. Voilà. J'ai qu'un mot à dire, OneNote. Le placement de produits seront à Tout la à fin. fait. Mais du coup, on va passer la parole à Cortex, représentant Windows. Utiliser OneNote, c'est génial. Non, pour le jeu de rôle, OneNote, c'est cool. De faire le parallèle entre la pratique Sea Overlord, c'est une campagne que je mène avec des joueurs formidables, dont Hugo si présent, et pour laquelle je me suis servi beaucoup de mes expériences de coop et de solo, à savoir que j'ai lâché de la liberté narrative aux joueurs. Je leur ai dit, voilà, le cadre, c'est à peu près ça. On a posé des questions à la Force de Queen au début pour faire l'univers. Et je leur ai dit, voilà, l'histoire de départ, c'est ça. Et après, vous allez où vous voulez. Et ils le font bien. Et on se régale et on joue beaucoup sur le... Alors, l'émergence, c'est une chose, mais on joue beaucoup sur les idées de chacun. Et le côté coop, c'est là où il est important. C'est qu'il faut savoir donner la parole aux uns aux autres et essayer de faire en sorte que tout le monde avance en même temps et pas qu'il y en ait un qui prenne plus l'ascendant, ou alors s'il prend l'ascendant, il faut le redonner à un moment donné aux autres. Fait que tout le monde brille et que tout le monde y trouve son compte. Et c'est plutôt... Moi, je suis plutôt quelqu'un qui vient du tradi, j'ai fait Donjons et Dragons pendant 20 ans, et avec toutes les expériences que j'ai depuis un an et demi, 2 ans sur le solo, sur la coop, tout ça, ça m'a vraiment ouvert des possibles, et dans ma pratique de MJ, ça m'a ouvert... Enfin, je suis plus le même, quoi. Concrètement, je suis plus le même. Je suis un homme meilleur, quoi. Enfin, ça se voit, quoi, je veux dire. T'as C'est écrit bonne sur mine, mon franchement. visage. Exactement. Depuis que je pratique le jeu de rôle solitaire, je suis en meilleure santé. J'ai des meilleures notes à l'école. C'est ouf. Il y a des études qui démontrent que les gens qui pratiquent le jeu de rôle solitaire ont 57% d'amis en plus et une fertilité de 32% supérieure à C'est ceux vrai. qui Et je paye pratiquent le moins jeu de d'impôts. rôle. Ouais. Et le cholestérol aussi, on en entend plus Ah parler. non, Mais ça par contre... c'est vrai que si je peux ajouter ma petite touche là-dessus, parce que je trouve que c'est intéressant. tu es parti prenante. Franchement, moi, ce que je préfère faire, qu'on soit clair, c'est faire du jeu de rôle où je suis le MJ. Voilà, c'est mon kiff. Mais faire des trucs différents, effectivement. Alors peut-être il y a une conception un peu, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire des meilleurs trucs quand je suis MJ, mais c'est pas forcément ça, parce que je prends du plaisir aussi en le faisant, genre le jeu de rôle solo, j'en ai fait, j'ai fait des vidéos, et j'ai fait aussi de mon côté un petit peu. On a joué pas mal à Force of Queen, notamment avec Cortex, RIP les policiers de je sais plus quelle ville, enfin c'était du Force de Drama. Mais bref, effectivement ça apporte plein de trucs. Par exemple, là, on fait une campagne de Macchiato Monster en table ouverte. Un des trucs que je fais qui a un petit côté, un petit côté coop. En fait, c'est lâcher la bride sur des petits trucs. C'est jongler entre les concepts. C'est typiquement dire, quand vous créez votre personnage, vous donnez une rumeur. Donc en fait, vous créez un bout de l'univers et on va jouer ça. Et moi, derrière, je vais rajouter des petits trucs. Et au fil de la partie, des fois, le joueur, il te lâche naturellement une rumeur sans que tu aies besoin de lui redire tu peux créer une rumeur, tu as le droit. Là, éventuellement, tu mets ton veto et tout. En fait, tu n'es pas obligé d'avoir un truc super cadré avec des règles ultra précises, mais tu peux aisément jongler avec les concepts. C'est comme quand on disait l'exemple typique de j'arrive dans une ville, je cherche une auberge, bah vas-y, invente l'auberge parce que j'ai la flemme. Enfin, et au final, c'est comme ça. Ne révèle pas tout le tour. C'est un peu comme si, quand vous jouiez, vous aviez une sorte de piédestal où vous avez un veto, mais au lieu de vous dire je tape du marteau sur la table et je fais des jugements non-stop, je laisse le marteau et je vais le chercher que si j'en ai besoin à un moment donné, parce qu'il y a quelqu'un qui fait pop un vaisseau spatial dans mon univers de Medfan et ça me saoule un petit peu, quoi. Ouais. Et en plus, vous pouvez même jongler au sein même d'une campagne. Si vous jouez en bac à sable, à un moment donné, vous pouvez dire aujourd'hui on va jouer à la cool, très émergent, tout le monde va donner des idées. Mais quand vous allez arriver au donjon dans 2 semaines, ça c'est un truc que j'ai vachement préparé. Rien n'empêche de mélanger les deux, quoi. Exactement. Et
toujours une histoire de curseur où tu te mets la liberté narrative. Ouais, le cœur et le curseur aussi. Le curseur. Et aussi, pour le jeu de rôle solo, mais là c'est plus singulier. Moi, je trouve qu'un truc qui aide vachement, c'est la musique. Mais c'est très perso. En fait, moi, quand j'avais fait du jeu de rôle solo, j'avais joué très 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 tard. Et c'est là que je m'étais le plus marré. C'est genre, j'avais commencé à jouer à 1h du mat. Et j'avais fini à 6h du mat. Et genre, en fait, j'étais un peu en transe. Tu vois, je me disais, rien ne peut m'interrompre. Rien ne peut m'interrompre. Et je suis seul chez moi avec pas beaucoup de lumière. Et j'ai des musiques qui me font délirer, tu vois. J'ai l'impression de prendre des drogues. C'était une expérience psychédélique. Non, mais en vrai, je trouve que c'est un peu comme quand t'es dans la zone, tu vois, dans l'état de flow. Tu vois, quand tu fais du world building, par exemple, tout seul. Tu fais du world building, tu mets de la musique. Moi, c'est le même feeling que j'ai trouvé, le même plaisir en faisant du jeu de rôle solo. Je sais pas si... Du coup, alors j'ai fait. Est-ce que j'ai le droit de vendre la soupe? On va dire oui. Bah, quand même. J'ai fait une vidéo sur l'immersion. Et abonnez-vous, mettez la cloche. Et justement, là, en fait, ça correspondrait à une espèce de, comme tu utilisé exactement le bon terme, c'est trans, de travailler de l'esthétique. En fait, tu avais le plaisir d'être dans une histoire. T'étais pas en mode est-ce que je vais réussir ou est-ce que je vais pas réussir, est-ce que je déplace bien mes pions ou ce genre de truc. T'étais en train de kiffer, créer une histoire en fait. J'ai l'impression, tu vois, comme tu disais, world building, etc. Du coup, là, c'est vraiment esthétique ton délire. Je dirais que c'est ça, tu vois, c'est très esthétique. Mais c'est pas tout à fait pareil que le world building, parce que le world building, je contrôle, tu vois. Et des fois, le world building, c'est même un peu désagréable, tu vois. T'es là en train d'essayer de créer ton univers, tu vois, tu peux pas t'empêcher de te dire ah là là, est-ce que je peux faire un truc original alors que ça sert à rien. Ah là là, il faudrait que je précise un petit peu plus la généalogie des sénateurs dans ma ville, parce que si les PJ me demandent alors que t'en as rien à foutre. Donc il y a un peu plus de frustration des fois dans le world building, tu vois, où il faut savoir dire non et tout. Alors que dans le jeu de rôle solo, t'es quand même plus en réaction par rapport au world building, tu vois. Et Il d'ailleurs... n'avait pas au début ça. Enfin, Comment ? moi je serais intéressé de savoir vous, mais moi au début je l'avais ça aussi en solo, tu vois. J'ai mis très longtemps à comprendre qu'en fait, bah ouais, il y a un mec en fait et on connaît pas toute sa généalogie et en fait c'est pas grave, tu vois. Perso, moi je l'ai pas eu, pour le coup. Mais ouais, en l'occurrence, tu peux avoir envie de trouver des réponses plus vite que le jeu ne te le permet, alors que tu dois te remettre à la place de ton personnage. Et d'ailleurs, Ouais, et tu tombes dans le world building en faisant du solo du coup. un petit peu, ouais. Tu glisses. Notamment si tu veux créer un petit setting avant même d'avoir commencé à jouer, alors qu'en soi, en général, t'en as pas trop besoin, parce que t'as juste besoin des guides esthétiques, tu vois, de ta ligne conductrice. Mais Ouais. je sais plus ce que je disais. Le plaisir dans la préparation. Effectivement, il n'y a pas trop de choix tactiques de base. Quoique dans Ironsorn, tu peux quand même te dire tel move va potentiellement me permettre de plus facilement réussir tel move après, mais c'est très très limité, ça reste très esthétique, mais il y a quand même une adversité, clairement. Et quand tu commences à être vraiment dans le truc, t'es plus seulement en train d'écrire l'histoire, t'es en train de te dire j'aimerais bien que mon personnage il meure pas. Allez, je jette les dés. Non. Tu peux quand même perdre. Enfin, perdre dans le sens si t'as mourir. C'est pas forcément perdre, ça peut être une belle fin, mais tu peux mourir alors que tu voulais aller plus loin, quoi. C'est que voilà, t'as une forme d'immersion que t'as réussi à avoir avec le jeu de rôle solo, quoi. C'est l'expérience que tu nous transmettais. C'est ça, ouais. Et moi, je vais rajouter un point, tout petit point de détail de ce qu'a dit Cortex. Moi, ce qui m'a beaucoup apporté en fait à faire du jeu de rôle solo, enfin du jeu de rôle, oula, excusez-moi, bon, j'en ai fait un peu mais pas trop. Ce qui m'a apporté le jeu de rôle sans MJ, c'est justement l'idée vraiment assez forte du partage de narration. Et c'est quelque chose que je fais pas dans tous les jeux de rôle avec MJ, hein, mais que voilà, j'aime bien mettre de temps en temps dans du jeu de rôle avec MJ, quoi. Voilà, donc des responsabilités, le MJ de quelques tâches, par exemple sur la maîtrise de certains pans d'univers, ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. C'est vrai que ça, c'est un énorme avantage. C'est la charge mentale du MJ. Si vous êtes exigeant avec vous-même et que vous voulez toujours faire des trucs de ouf, comme moi j'ai pu le faire, ben faites 2 campagnes en même temps, par exemple.
vous dites, j'ai ma campagne où je suis là, je peux dire aux joueurs, non, on joue pas tout de suite, c'est pas prêt. Où vous essayez vraiment de faire votre délire et tout, de créer une expérience bien précise. Et à côté, avoir votre campagne à la mort moelle-nœud qui en reste... Je parle pas de toi, je sais pas pourquoi tu te sens visé, Cortex. Un petit peu vulgaire. Non, je rigole. Mais votre campagne un peu plus à la cool, qui vous permet de jouer régulièrement, différemment, vous vous marrez et tout, c'est pas la même chose. Vous pouvez faire les différentes choses en même temps, en fait. Et clairement, quand j'arrive à une partie de la dernière marche ou de Spire, de toutes les campagnes que j'ai faites récemment, je suis en mode les mains dans les poches. Et c'est pas mal, c'est pas pareil, mais c'est quand même vachement bien, et ça permet de jouer plus régulièrement, tout en me disant, si j'ai vraiment envie de préparer un truc, je peux le faire, et j'ai tout mon temps et tout, et je suis pas pressé par l'envie de jouer, quoi. Et tu verras qu'en avançant dans l'âge, tu seras un vieil homme comme moi, tu auras des enfants, tout ça qui courent de partout, tu apprécieras d'autant plus le fait d'avoir très peu de préparation. Ah, mais c'est vrai que quand tu commences en tant que jeu, tu prends pour Tolkien, et puis avec le temps, tu te rends compte que bon. Moi, je me rappelle quand je commençais à préparer, j'écrivais des. Maintenant, j'arrive, j'écris une phrase et je note le nom des personnages. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, je pense qu'on arrive à la fin, à moins que vous me démentiez. On a fait tous les sujets là? Bon, on a pas mal parlé, ouais, je pense. On a bien parlé. Ouais, on a pas mal parlé, il est 22h35. Donc, on arrive sur la dernière phase, néanmoins la plus importante. Et généralement, il y a des pépites. Vous faites bien d'être resté jusqu'ici. On va parler des conseils. Des conseils. Cortex a préparé un conseil de fou. Il m'a dit qu'il l'a raconté à son boss cet après-midi, mais il a voulu faire du jeu de rôle juste après. Tapis, très certainement, qui va utiliser des mots complexes qui vont vous retourner le cerveau. Et Faris, la cerise sur le gâteau, j'en suis certain. Mais du coup, conseil à qui, à propos de quoi? Ce que tu veux. Ok, bon. Ok. Je commence. Si vous voulez, je vais vous donner le meilleur conseil JDR de la semaine, je pense. C'est abonnez-vous à la chaîne de Tapis. Voilà. Parce qu'il traite de théorie. Si, comme moi, vous comprenez rien à la théorie, vous mettez les vidéos de Tapis et à la fin, vous en comprenez un peu plus normalement. Si vous avez 2 oreilles et un cerveau, ça fonctionne. Voilà. C'est mon petit conseil. Tapis, ne pleure pas. Tu dois toi aussi donner le même conseil maintenant. Ouais. Je suis dégoûté parce que moi j'allais dire intéressez-vous à la théorie, du coup c'est un peu redondant. Mais bon, là j'allais donner quelqu'un d'autre que moi, heureusement. Mais je te remercie vraiment, ça me fait plaisir. Moi j'allais dire intéressez-vous au blog de Frédéric Sintès, Limbic System, qui parle de plein de concepts comme la posture ou la compensation, la synesthésie, qui sont des trucs vachement intéressants. Faut rentrer dedans, mais vraiment, c'est du vocabulaire que vous allez utiliser pendant des années après, quoi. Voilà. Faut se mettre bizarrement. Faut se mettre dans la posture du théoricien pour justement s'y intéresser. Voilà. Dans les postures d'acteurs. Le serpent se mord la queue. Faris. Ok, alors là, je transpire un peu vu les 2 autres conseils qu'on a eu avant. C'est les meilleurs. Mais tant qu'on est sur des références, voilà, je pensais pour les gens qui voudraient commencer en JDR enfin là je pense en JDR solo, mais ils trouveront aussi des trucs pour faire du JDR en coop sans MJ. Il y a le blog Héros Solitaire qui est tenu par Berserk, qui me semble qui est très bien, parce qu'il est très général, et en fait, l'idée c'est pas de rester sur le blog et de l'avoir comme seule ressource, mais il va vous faire découvrir plein de trucs, et qui va vous amener, il y a ce site qui existe, et très vite, ça permet pour se lancer, je pense que c'est un très très bon site pour commencer à explorer solo. Je peux rajouter un petit peu à la pub, je fais des pubs pour un autre Discord qui est le Discord de JDR Solitaire, où il y a beaucoup de joueurs solo comme Faris, comme moi, qui sont super sympas et qui t'aideront si tu veux commencer toi-même le JDR Solitaire chez toi. Il y a plein de gens. Vous jouez en solo ensemble? Ouais, voilà, on fait on avait même prévu de faire
un solo en genre de espèce de compétition de solo où tous les quarts d'heure tu te racontes où tu en es, tout ça, mais ça n'a jamais vu le jour malheureusement. Mais il y a des trucs cool sur le JDR solitaire. Il y a des ressources, il y a des gens passionnés. C'est cool. Un petit mot sur OneNote, Cortex, peut-être? OneNote, c'est extraordinaire. Non. On arrive du coup à la fin de cette vidéo, qui était exceptionnellement loufoque. Il va y avoir beaucoup de montage, mais c'était très très intéressant. Du coup, merci à vous, Cortex, Tapis et Faris, et merci à vous si vous êtes encore là, que vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si c'était intéressant, si c'était pas intéressant, à quel degré. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur le Discord éventuellement si vous voulez participer à des tables rondes du même genre, ou même de mettre des mèmes et tout. Merci vous trois, du coup c'était cool, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. C'était bien. Eh bien j'en suis ravi. Non, je ne reviendrai jamais, c'était nul. Effectivement, c'est un piège. Moi franchement, pas ouf. Ok, on va s'arrêter là. Ciao!